Pour terminer cette première partie, je vais faire appel à Marie-Agnès Guénoncourt, qui est muséologue, consultante et formatrice, responsable de la formation pour l'ICOM Suisse, et qui va nous parler donc de la déontologie muséale dans la formation, l'expérience de la Suisse. Chers collègues français, bonsoir. J'aimerais tout d'abord, au nom d'ICOM Suisse, vous remercier, vous les membres d'ICOM France, et remercier votre présidente, Madame Juliette Raoul-Duval, pour cette invitation à cette rencontre professionnelle qui porte sur un thème essentiel. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter les ressources en matière de déontologie muséale et notamment de formation qui ont été développées par notre association, ou plutôt devrais-je dire nos associations professionnelles suisses. Vous comprendrez dans un instant pourquoi j'utilise le pluriel. Je vais aussi faire part de ma propre expérience, construite à travers des formations que j'ai pu réaliser dans le cadre de mandats pour ICOM Suisse, mais aussi en tant que muséologue et formatrice indépendante. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà planter un petit peu le décor et pour vous faciliter la compréhension de ce qui suit. ICOM Suisse, comme tous les comités nationaux d'ICOM, rassemble les professionnels des musées. Il a pour particularité dans notre pays de fonctionner en quasi-symbiose avec une autre association qui est l'association qui regroupe les institutions muséales et qui s'appelle l'Association des musées suisses. Alors cette symbiose, elle est presque totale puisqu'on partage les mêmes locaux, on partage la même équipe permanente, on partage le même secrétaire général, on partage un portail web et on établit des partenariats très très fréquents ensemble. Ces deux associations sont très dynamiques et fortes. C'est pas sans lien, il faut dire, avec le nombre de musées et les besoins du terrain, puisque la Suisse compte 1151 musées, ce qui place ce pays au premier rang européen, largement devant tous les autres, et vraisemblablement, à l'instar des années précédentes, au premier rang mondial en termes de nombre de musées par habitant. Les missions sont réparties entre ces deux associations, puisque l'AMS, l'Association des musées suisses, est plutôt la voix des musées suisses. Elle fait ce travail de lien avec les autorités politiques, elle diffuse des normes et des standards, et elle sert de forum d'échange d'idées, de forum pour des échanges d'idées et d'expériences. ICOM Suisse, c'est plutôt, elle, positionnée sur 3 domaines principaux qui sont les suivants. C'est tout ce qui touche aux contacts internationaux, en organisant des conférences triennales avec des comités ICOM de pays voisins, des rencontres avec ICOM France, par exemple, comme les rencontres du Léman, dont vous avez peut-être entendu parler. Elle encourage ces contacts internationaux en incitant ses membres à participer à des projets internationaux. Il y a quelques années, on avait réalisé ce référentiel européen des professions muséales, qui est un outil quasi quotidien dans nos institutions. Et elle incite les partenariats, les contacts internationaux en participant activement à l'amélioration des structures centrales d'ICOM international, lors des assemblées générales, par exemple, et des réunions annuelles du comité consultatif. Le deuxième pôle d'activité, c'est la déontologie. Il s'agit de rappeler certains contenus du code aux membres, mais il s'agit aussi d'intégrer la déontologie à tous les cours qui sont proposés dans le cadre de la formation continue, mais pas seulement, qui sont aussi proposés par des tiers et qui sont labellisés par ICOM Suisse. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. L'autre grand pôle, c'est la formation. Alors, cours de formation professionnelle sur des thèmes divers. La muséologie est évidemment une thématique qui est abordée, mais nous avons beaucoup de cours thématiques qui se réfèrent, enfin qui touchent ou qui concernent le droit d'auteur, qui concernent les boutiques de musées, qui concernent l'accueil et la communication avec le public, qui concerne la gestion de petites expositions. Enfin, notre catalogue est en ligne et vous pourrez y jeter un coup d'œil. C'est assez large. Mais nous sommes aussi des partenaires d'un master en études muséales des universités romandes à Neuchâtel. Et nous avons donc lancé un label de qualité pour les offres de formation de base.
Alors, focalisons-nous à présent sur la formation continue et la formation d'ICOM Suisse et la place qui est donnée à la déontologie. Moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, de considérer la formation dans un sens assez extensif. Je crois que ça correspond bien aux besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut l'entendre comme l'ensemble des moyens et des ressources qui permettent d'améliorer, d'acquérir ou de conforter des connaissances et des compétences professionnelles. Ça englobe des dispositifs de nature diverse. Le cours présentiel est un des dispositifs, mais il est loin d'être le seul. Et aujourd'hui, il faut être inventif et créatif et trouver des dispositifs qui correspondent aux besoins et qui correspondent aux tendances, à l'ère du temps aussi, et à ce qu'attendent nos membres. Ces dispositifs de différentes natures doivent être combinés, c'est le cas pour ICOM Suisse. Je parlerai de faisceaux d'approche en réalité. Dans ces faisceaux d'approche, dans ces différentes approches, qu'est-ce qu'on peut y trouver? On y trouve des conférences et des rencontres. Un point de départ majeur à notre réflexion sur la déontologie, c'est une conférence qu'on a menée en 2011, mais à la fin de l'année dernière, à Genève, s'est tenue une deuxième conférence sur ce sujet, et également au Musée d'art et d'histoire, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça, c'est notre conférence de 2011. Une autre façon de diffuser la déontologie, c'est aussi de sensibiliser nos membres à travers notre newsletter qui s'appelle une infolettre. Francophonie oblige. Et durant l'année 2010, de façon récurrente à travers les 6 éditions de cette infolettre, nous avons proposé des études de cas soumises aux lecteurs de cette newsletter. Donc une étude de cas à laquelle pouvaient répondre les membres. Et bon, juste pour la petite histoire, l'anecdote, celui qui, la première réponse correcte se voyait attribuer un bon d'achat, un bon cadeau pour un livre. Mais ça a permis de dynamiser et d'apporter un questionnement à nos membres et en tous les cas de les amener à réfléchir. C'était une première approche. Ça a très bien marché, ça. Une autre façon de faire, ça a été aussi de publier un kit déontologie au musée en 2014. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce kit ? Il est là. J'en ai quelques exemplaires à disposition que vous pourrez regarder après. On y trouve évidemment notre fameux code, hein, ça va sans dire. Et puis un CD qui aborde la déontologie sous un angle plutôt attractif, je dirais, accompagné d'études de cas réelles ou d'études de cas plus génériques. Alors, je vous en montre quelques exemples ici. Je ne vais pas faire défiler l'entièreté de ce qui est contenu dans ce CD, mais sachez que le contenu est téléchargeable gratuitement sur le portail d'ICOM Suisse. C'est www.museums.ch. Donc, on va voir quelques extraits de ce kit. Ce kit a été illustré par Philippe Béclin, Mix et Remix, dont vous avez peut-être entendu parler. Il est décédé malheureusement précocement en fin d'année dernière, mais il a fait un boulot formidable pour nous. Et voilà quelques exemples des 3 premiers principes importants du code de déontologie illustrés par Mix et Remix. Suite à cette illustration de façon un peu humoristique, sont présentés des exemples réels tirés des médias, des exemples tirés de la réalité suisse. Par exemple, l'affaire des Tsantsa de Saint-Gall. Les Tsantsa sont des têtes réduites amazoniennes qui ont été achetées par le musée d'histoire et d'archéologie de Saint-Gall en 2010 et qui a généré une discussion très très virulente parmi les membres, mais aussi dans les médias. Donc quand on présente cet exemple réel, je ne vais pas vous mettre tout le détail, mais on présente les coupures de presse, les avis des journalistes, des critiques. Après, on donne la parole au conservateur pour connaître sa position et comprendre ce qui l'a amené à vouloir faire l'acquisition de ces pièces. Et ensuite, on propose un questionnement. Le questionnement, je vous l'ai mis à l'écran, qui est destiné aux membres et qui permet de conduire un petit peu la réflexion. Alors, c'est des questions très, 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 très directes qui sont posées. À la suite de quoi, il y a aussi d'autres exemples qui touchent aux questions de sponsoring, par exemple, qui sont abordées dans ce CD. Alors, un autre moyen, j'ai parlé du guide de déontologie, lors de la communication
des membres, la communication avec les membres lors de leur affiliation à nos associations professionnelles, nous faisons attention à mettre un point d'honneur à bien solliciter leur écoute par rapport à la déontologie et leur attention. Alors, quelle forme ça prend ? Eh bien, par exemple, pour l'affiliation à l'Association des musées suisses, la première étape, c'est le fait de remplir une demande d'affiliation. Dans ce dossier de demande, que vous pouvez trouver en ligne, encore une fois, sur notre portail, on leur demande de respecter le code de déontologie d'ICOM, ce qui va de soi. Ensuite, on leur demande d'assister à une journée d'introduction qui est obligatoire pour tous les musées candidats, au cours de laquelle il y a une séquence, il y a un module qui concerne la déontologie avec des cas pratiques. Ensuite, à la suite de cette journée d'introduction, ils doivent eux-mêmes remplir un formulaire d'auto-évaluation pour voir s'ils sont en phase avec les critères de qualité qui sont requis. Et à la suite de quoi, il y a un examen formel qui est conduit par le secrétariat, un examen formel et qualitatif qui permet d'entériner ou pas la candidature du musée futur membre. Pour ICOM Suisse, vous le savez, quand on s'affilie à ICOM international et dans un comité national aussi, on nous demande précisément de respecter le code de déontologie et de ne pas faire commerce, par exemple, avec l'art. Hein, ça, c'est des choses qui sont importantes. Je vous ai parlé d'un label qui avait été construit par ICOM Suisse et qui est décerné à des formations proposées par des tiers. Alors là aussi, on prend garde à bien vérifier qu'à l'intérieur des programmes que nous certifions, que nous labellisons, il y a une séquence qui est dévolue à la déontologie. Alors ça se fait en plusieurs étapes. Quand il y a une demande de label, on pose la question aux responsables des cours. Après, il y a une vérification qui s'effectue sur place et un rendez-vous avec eux. Et tout ça, c'est actualisé régulièrement. Une autre façon de faire, c'est d'intégrer à chaque cours de formation continue un petit module sur la déontologie. Alors, c'est vrai que nous avons fait le choix de ne pas proposer de formation consacrée exclusivement à la déontologie muséale. On a pensé que c'était assez peu attractif pour des professionnels de différents horizons, puisque nous offrons des formations aux conservateurs, aux directeurs de musées, mais aussi aux agents d'accueil et de surveillance, aux responsables de médiation culturelle, aux responsables de communication, donc avec un spectre assez large. Et on s'était dit que ça pouvait être assez peu attractif de leur proposer une formation spécifique sur la déontologie et de surcroît, quand ils font l'effort de financer eux-mêmes leur formation, puisque c'est le cas en Suisse, hein, majoritairement ils financent avec leurs fonds propres, c'était pas très motivant. Donc on s'est dit, on va intégrer à chaque cours un module sur la déontologie pour faire connaître ses enjeux et son contenu. On a laissé quand même une liberté d'action aux formateurs sur la méthode employée pour gérer cette séquence. Moi, je vais vous parler de la mienne, que je vais vous présenter, hein, qui est un des exemples d'approche qui peut être menée. Alors, il s'agit d'études de cas, un petit peu à l'instar de ce qui a été dit auparavant, qui s'appuient sur des situations réelles, hein. Merci beaucoup, oui. Qui s'appuient sur j'ai presque fini. Qui s'appuient sur des situations réelles. Et on amène les participants à échanger et à formuler une réponse adéquate aux situations soumises. Le déroulement très concret, ça dure 20 à 30 minutes. Je remets à chaque participant un exemplaire du code de déontologie. Je trouve qu'il est très important que ce code se matérialise dans leurs mains et qu'ils puissent l'avoir. Et on le feuillette ensemble. On regarde la table des matières pour voir comment il est construit. Je prends un exemple d'un ou deux paragraphes d'un chapitre que j'explicite. Ensuite, 2 études de cas sont proposées. Elles sont choisies en fonction des fonctions exercées, bien sûr, et du type de cours qui est mené. Elles sont discutées en petits groupes.
Un retour est fait en plénière, on met en commun la réflexion des différents ateliers et j'affine la réponse à travers les différents articles, les différentes références au code. Un document avec la solution est ensuite remis aux participants. Alors voilà un exemple d'étude de cas. J'ai pris une étude de cas que je propose lors des formations pour les agents d'accueil et de surveillance. Ça a trait à la confidentialité. C'est important, ça. Donc voilà, je vous laisse parcourir ça. C'est assez court, c'est assez synthétique, mais ce sont des situations inspirées du réel, encore une fois. Comment j'ai fait concrètement? Moi, dans mon activité, je me suis construit une base de données de plein d'études de cas. J'ouvre les oreilles en grand chaque fois que je rencontre des professionnels. Je prends des notes, je documente ces situations. Et donc, j'ai toute une base de données de cas et que je ventile en fonction des fonctions exercées et des cours que je propose. Et je pioche dans cet immense catalogue pour nourrir un petit peu mes séquences. C'est comme ça que je procède. Alors, maintenant arrive l'heure de la conclusion et du bilan par rapport à cette façon de faire et à notre pratique. Moi, je trouve que ces séquences leur fournissent en tout cas des outils bien utiles sur le terrain. Et ça, je peux le dire par rapport au retour que j'ai eu et à la prise de conscience que j'ai vue émerger dans mes groupes. Mais je pense qu'il faut aussi activer des pistes complémentaires. Cette approche, elle est correcte, mais il faut aller plus loin. Je souhaite encourager, en tous les cas, dans ce sens-là, avec ICOM Suisse, je ferai mon possible pour proposer, lors de l'engagement dans un musée, la remise à chaque professionnel d'un exemplaire du code, éventuellement accompagné d'un dispositif interactif de formation. Alors, pas seulement un dispositif de type QCM, mais avec une pédagogie réellement apprenante et active, pour que ce soit quelque chose de plaisant également. Alors, on peut penser à différents formats, on parle beaucoup de MOOC, mais il y a aussi des techniques qui sont basées sur l'ancrage mémoriel, que je ne vais pas développer ici parce qu'on n'en a pas le temps, mais qui sont prometteurs avec des solutions techniques qui sont proposées par des sociétés type Woonos, par exemple. À un niveau institutionnel, je trouve qu'il est important aussi d'encourager la rédaction de chartes déontologiques spécifiques à chaque institution. Vous savez, le code de déontologie de l'ICOM, il a donné naissance à d'autres codes beaucoup plus spécialisés, comme le code pour les musées d'histoire naturelle. Il existe un code spécifique. Il existe un code pour des groupements de musées. La Société des musées québécois a son propre code. On pourrait très bien imaginer dans chaque musée que chaque musée développe sa propre charte déontologique, qui est vraiment du coup ciblée sur ses besoins, ses attentes et son type de collection aussi. Et ça me semble quelque chose d'important, en tous les cas, des pistes d'avenir pour nous tous. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère qu'elle vous aura apporté des outils utiles. Merci.